On reprend avec la fin de la leçon C6L2, donc sur la description des molécules organiques. Donc la vidéo précédente portait sur les règles de Canning-Gold et Prelog, et donc pour la suite de la vidéo, on va revenir maintenant un peu plus à la description des molécules, et on sera amené à utiliser les règles CIP pour déterminer donc des descripteurs Z ou E concernant les doubles liaisons, R ou S pour les atomes de carbone asymétriques. Donc dans la partie petit 3, on porte maintenant notre attention sur la stéréoisomérie géométrique, c'est-à-dire que c'est la géométrie dans l'espace des molécules qui va différencier les molécules en question. La première partie qui porte sur les isoméries géométriques concerne les molécules de la famille des alcènes. Donc les alcènes, ce sont des composés qui possèdent des doubles liaisons carbone-carbone. Et cette double liaison peut être décrite par le descripteur Z ou E, comme vous le savez déjà. Je vous ai mis sur le document donc la signification. Z, ça vient de l'allemand zusammen, qui signifie ensemble. C'est lorsque les deux fragments sont du même côté de la double liaison. Et au contraire, E, ça signifie en allemand éloigné. Et donc ça s'écrit entgegen, d'où l'utilisation de cette lettre. Concernant les deux exemples que je vous propose, eh bien, il y a deux molécules, le E ou le Z but de N. Dans les deux cas, la chaîne principale fait 4 atomes de carbone. Donc là, on a une double liaison. Si jamais on s'intéressait à la description CIP de cette double liaison, eh bien pour le carbone qui est à gauche, le méthyle qui est ici est prioritaire à l'hydrogène qui n'est pas représenté là. De la même façon, à droite, le méthyle qui est en haut est prioritaire par rapport à l'hydrogène qui est en bas. Donc, d'après CIP, les deux fragments numéro 1 sont les deux groupes méthyl. Et du coup, puisqu'ils sont de part et d'autre de la double liaison, cet alcène aura pour descripteur stéréochimique E. Pour la molécule de Z but de N, eh bien on va mettre les deux fragments méthyl du même côté. Alors, concernant ces molécules donc, avec des doubles liaisons Z ou E, un point important, eh bien, là, les exemples qu'on a pris, vous voyez que les alcènes sont qualifiés de substitués de façon non symétrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis arrangé pour que, au niveau de la double liaison, il y ait des fragments A et B avec A différents de B. Si c'est comme ça d'un côté et comme ça de l'autre côté, donc avec par exemple ici des fragments A' et B', avec A' différent de B', là on aura forcément un descripteur Z ou E. Par contre, il existe des alcènes qui sont ni Z ni E. Pour avoir un alcène qui sera ni Z ni E, il faut et il suffit de prendre un des deux atomes de carbone de la double liaison qui portera le même substituant. Par exemple, là, le carbone de gauche, je lui mets deux substituants différents, A et B, et sur la droite, si je lui mets deux fois le même substituant, que j'ai appelé ici avec une notation générale F, eh bien dans ces cas-là, indétermination de classement selon CIP entre les deux groupements identiques, et cet alcène ne sera ni Z ni E. Concernant la double liaison encore, ce que je vais vous dire là, donc c'est maintenant marqué en haut de la page numéro 10, ces doubles liaisons sont localement planes. Ça signifie que si on s'intéresse à l'image spéculaire d'un alcène, eh bien la molécule image va être plane, et donc si on s'intéresse à la superposition de la molécule objet et de la molécule image, on aura une superposition parfaite. En d'autres termes, eh bien un alcène est une molécule qui est superposable à son image dans un miroir, donc elle est achirale. On peut retenir donc la phrase suivante, une double liaison, que ce soit dans un alcène ou d'autres types de double liaison, n'est pas source de chiralité. Le dernier point à mentionner, c'est que lorsqu'on prend des alcènes qui ont la même formule brute et qui ne diffèrent que par la configuration d'une double liaison, représentée par le descripteur Z ou E,
Comme pour l'exemple qui est mentionné ici, eh bien, ce couple de stéréoisomères, c'est un couple de diastéréoisomères, puisque ce sont deux molécules qui ne sont pas images l'une de l'autre à travers un miroir plan. Donc je note delta pour préciser qu'on a ici une relation de diastéréoisomérie. L'autre type d'isomérie géométrique qu'on a à décrire dans le cadre du programme de PCSI fait référence au cycle. Donc là, c'est le paragraphe qui se trouve en haut de la page numéro 10. Alors, concernant ces cycles, on donne un descripteur stéréochimique particulier qu'on va noter soit cis, CIS, ou alors trans. Ces descripteurs sont là pour aider à donner la position relative d'un substituant du cycle vis-à-vis d'un autre substituant. Et donc pour comprendre ça, je vous ai pris deux exemples, des molécules de la famille des chlorocyclohexanes. Alors il y a un petit souci dans le nom qui est écrit sur le document, je les ai appelés des 2,2 dichlorocyclohexanes. En réalité c'était du 1,2 que je voulais écrire, donc je vais vous le remettre. Donc, étant donné que la molécule est de la famille des cyclohexanes, on aura un cycle à 6 chaînons. Si on numérote les atomes de carbone, eh bien on peut le faire dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse. On met le carbone 1 où on veut. Sur les carbones numéros 1 et 2, on aura 2 atomes de chlore. Et puisque on a une configuration déterminée par le descripteur 6, ça signifie que les 2 atomes de chlore vont être du même côté par rapport au plan moyen du cycle. Ça veut dire qu'ils pourront être soit tous les deux vers l'avant, et si on prend la molécule et qu'on la retourne un peu comme une crêpe, eh bien on pourrait très bien dessiner ça également en mettant les 2 chlores vers l'arrière. On a alors 2 représentations différentes, mais qui correspondent exactement à la même molécule. En ce qui concerne le schéma qui est à droite, eh bien c'est l'isomère de trans 1,2 dicyclohexane. Et cette fois-ci, on aura pour les atomes de chlore un qui va être vers l'avant et l'autre qui va être vers l'arrière. Encore une fois, si on prend cette molécule et qu'on la retourne un peu comme une crêpe, eh bien on aurait très bien pu l'écrire de la façon suivante, en mettant la liaison à l'arrière sur le carbone du haut et la liaison à l'avant sur le carbone du bas. Donc j'insiste bien, ces 2 représentations, c'est pas le même dessin, mais ça correspond à la même molécule, et elles sont toutes les 2 valables. Alors, concernant la suite de la leçon, la partie petit 4 porte sur un autre type de stéréoisomérie de configuration, l'isomérie dite optique. On dira qu'on a des stéréoisomères optiques dans le cas où l'activité optique de l'échantillon n'est pas nulle. Cette activité optique, on en avait parlé dans la leçon numéro 4 du chapitre 5, qui portait sur la polarimétrie. Donc, en ce qui concerne ces isoméries optiques, ce que j'ai mis ici, vous le voyez, c'est un copier-coller de la leçon C5L4. Et donc, pour compléter les différents paragraphes, eh bien, c'est quasiment pour vous un test de cours. Essayez de ne pas reprendre votre leçon C5L4 et essayez de compléter au fur et à mesure avec donc le schéma du polarimètre, la loi de Biot et l'interprétation de l'angle de déviation alpha. Je vous laisse compléter ça en autonomie, et ce qu'on va faire dans la suite, c'est s'intéresser à la description des molécules à caractère donc optiquement actif. Pour ça, on va débuter avec le paragraphe B qui porte sur les molécules ne possédant qu'un seul atome de carbone asymétrique.
Donc c'est le paragraphe qui se trouve en haut de la page numéro 11. Alors, pour ces molécules à un seul atome de carbone asymétrique, on va préciser la position dans l'espace des différents substituants à l'aide du descripteur R ou S. R, ça vient du latin rectus, qui signifie tout ce qui est droit, hein, c'est la même racine que le mot rectiligne par exemple, alors qu'au contraire, S vient du latin sinister, qui désigne plutôt tout ce qui est du côté gauche. En ce qui concerne donc la détermination du caractère R ou S d'un atome de carbone asymétrique, je vous dis que donc, on commence par établir avec les règles CIP l'ordre de priorité 1, 2, 3 et 4 des substituants, puis on doit faire une représentation de Newman. Attention au sens de la représentation, c'est toujours le même et il est imposé. Ça doit être systématiquement lorsque le carbone asymétrique est proche de l'œil et qu'il regarde vers le fragment numéro 4 selon CIP. Si jamais vous vous trompez au moment de la projection de Newman, vous aurez un descripteur qui ne sera pas celui attendu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est s'arrêter un petit instant pour prendre 4 exemples de détermination de descripteurs R ou S. Alors la première molécule, la voici. J'utilise les notations abrégées, donc Me c'est le fragment méthyle, CH3, et ET c'est le fragment éthyle, C2H5. Lorsqu'on analyse la structure de cette molécule, on repère qu'elle contient un unique atome de carbone asymétrique, c'est celui qui est bien en évidence au centre, et vous voyez que pour parler maintenant du descripteur stéréochimique, je fais très attention d'utiliser une représentation de Cram, une représentation spatiale. Si jamais vous essayez de déterminer un descripteur R ou S sur une représentation plane, ça n'aura strictement aucun sens. Il faut obligatoirement passer par une représentation tridimensionnelle. Donc ce carbone est asymétrique, bien. Il nous faut l'ordre de priorité des fragments selon CIP. Donc on va faire l'arbre de ramification comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Le carbone asymétrique, c'est étoile. Il est relié à 4 fragments. Celui qui va être de priorité 1 selon CIP, numéro atomique le plus grand, c'est l'oxygène. Celui de priorité 4, ce sera l'hydrogène, numéro atomique le plus petit. On a aussi un carbone de fragment éthyle et un carbone de fragment méthyle. Bon, indétermination au rang 1. Donc on va pousser au rang numéro 2. Le premier carbone du fragment éthyle va être relié à un autre carbone, celui en bout de fragment, et à 2 hydrogènes. Pour le méthyle, eh bien lui, il est relié uniquement à des hydrogènes. Lorsqu'on fait s'affronter le fragment numéro 1 CIP de l'embranchement du haut face au numéro 1 CIP de l'embranchement du bas, eh bien, on remarque que le carbone est prioritaire sur l'hydrogène puisque son numéro atomique est plus grand et par conséquent, l'embranchement correspondant au carbone éthyle va être prioritaire sur l'embranchement correspondant au fragment méthyle. Si on reproduit ça, donc si on place maintenant le classement sur la molécule, on va avoir l'oxygène 1, l'éthyle numéro 2, le méthyle 3 et l'hydrogène numéro 4. On peut reproduire ces petits dessins de numéros là sur la molécule qui est à gauche. L'oxygène 1, hydrogène 4, méthyle, on a dit que c'était le 3, et l'éthyle numéro 2. Une fois qu'on est ici, eh bien, on regarde ce qui est marqué sur le document en haut de la page 11. On doit faire une projection Newman du carbone asymétrique vers le numéro 4. Ça impose donc de placer notre œil suivant l'axe de cette liaison-là, et pas n'importe où. On doit le mettre près du carbone asymétrique. Donc je vais maintenant placer l'œil ici et regarder du carbone vers le numéro 4. On s'est un petit peu entraîné déjà sur les représentations Newman et on sait que lorsqu'on a ce type de configuration, eh bien, le carbone asymétrique, on va le voir sous forme d'un cercle. Le fragment OH pointe vers le haut, il est ici. Une fois que cette liaison est en place, on en déduit la position des deux autres, une en bas à droite, l'autre en bas à gauche. Et là, il faut faire un petit jeu de réflexion. Si le fragment méthyle ici est vers l'avant, lorsque je place mon œil sur la gauche, ça signifie qu'on verra le méthyle sur la droite et l'éthyle va venir à gauche.
On peut replacer encore une fois les numéros de priorité d'après CIP. L'oxygène, numéro 1. L'éthyle, numéro 2. Le méthyle, numéro 3. Arrivé ici, eh bien c'est simple comme compter jusqu'à 3. On tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3. On regarde ensuite la direction de la flèche lorsqu'on est au sommet du cercle. Et vous voyez qu'ici, la flèche est vers la gauche. Gauche, on a dit que c'était sinistère. Par conséquent, le descripteur stéréochimique de ce carbone asymétrique, ce sera le descripteur S. Donc ce travail de détermination, il est un petit peu long et fastidieux. Donc au début, je vous invite vraiment à passer par d'abord l'arbre de ramification, puis la projection Newman. Vous allez voir que à force de faire ce type de détermination, vous allez prendre l'habitude et il ne sera plus nécessaire de faire ni cet arbre ni la projection. Mais laissez-vous du temps avant d'arriver à ça. Vous arriverez à déterminer des configurations R ou S d'ici à peu près un mois en vous entraînant régulièrement. Bien, autre détermination. On va reprendre une molécule qui ressemble un petit peu à celle-ci. Mais je vais volontairement changer la position de deux groupements. Je vais intervertir le méthyle et l'éthyle. Évidemment, puisque ces molécules, ce sont des stéréoisomères de configuration, les ordres de priorité selon CIP n'ont pas changé. L'oxygène est 1, l'hydrogène 4, l'éthyle 2 et le méthyle 3. Entraînez-vous à faire la projection Newman du carbone vers le numéro 4. On place pour ça notre œil ici. Et vous montrerez alors que dans la molécule de droite, le descripteur n'est plus S, mais au contraire, le descripteur R pour rectus. Et ça, c'est un résultat que vous pouvez retenir. Lorsque vous avez déterminé un descripteur, si vous intervertissez deux substituants du carbone en question, eh bien, vous intervertirez également le descripteur stéréochimique. C'est une bonne façon pour passer facilement d'une molécule avec un carbone R vers une molécule avec un carbone S et réciproquement. Et donc voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple maintenant sur une molécule dont on aura plus l'habitude par la suite avec une représentation topologique. Alors, voici la molécule avec laquelle on travaille. Et on remarque que dans cette molécule, il y a un atome de carbone asymétrique. C'est celui qui porte l'atome de brome. En effet, on a 4 substituants différents. Le brome qui est ici en haut, un fragment méthyle sur la gauche, un fragment éthyle sur la droite, et le quatrième fragment, eh bien, même si c'est de la topologique, on va le représenter, parce qu'on n'a pas encore tout à fait l'habitude, c'est un atome d'hydrogène, et il est obligatoirement vers l'arrière. Pourquoi est-il vers l'arrière? Eh bien, ça fait écho à ce qu'on a vu en appliquant la méthode VSEPR. Ce carbone asymétrique, il est de géométrie AX4E0. Donc, lorsqu'on le représente en crâne, on va avoir deux liaisons dans le plan, une à l'avant et une à l'arrière, et ce, de façon sûre et certaine. Bien, on cherche maintenant à déterminer son descripteur R ou S. Donc là, vous pouvez tracer l'arbre de ramification, ou alors je vous propose de regarder ici comment est-ce qu'on peut faire les choses un petit peu plus rapidement. L'atome le plus prioritaire selon CIP, ce sera le brome, de numéro atomique le plus grand. Le numéro 4, ce sera l'hydrogène. Et il nous reste maintenant l'indétermination entre le carbone qui est ici à gauche et le carbone qui est à droite. On a déjà vu que lorsqu'on a un méthyle et un éthyle, on pousse au rang suivant et le fragment éthyle l'emporte sur l'autre. Donc, le fragment éthyle sera ici classé numéro 2, alors que le méthyle sera numéro 3. Si maintenant on s'intéresse à la projection de Newman, eh bien on se place du carbone asymétrique vers le fragment numéro 4
Et regardez, là, on a un coup de chance, puisque dans cette molécule, le fragment 4, eh bien, il pointe déjà vers l'arrière. Ça veut dire que la représentation de Newman est très facile. Alors, pour la dessiner, on va placer notre œil, là, ici, devant. Et on regarde, suivant l'axe de la liaison, en pointillé, CH. L'atome de brome va apparaître en haut. Sur la gauche, on aura le méthyle, et sur la droite, le fragment éthyle. Si on replace l'ordre de priorité CIP, 1, 3, 2, et qu'on tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3, vous voyez que quand je termine le cercle, la flèche en haut, elle pointe vers la droite. Par conséquent, le descripteur stéréochimique, ce sera R. Une petite astuce maintenant, lorsque vous aurez ce type de molécule, étant donné que le fragment 4 est déjà vers l'arrière, il est parfois un petit peu superflu de justifier avec la représentation de Newman. Encore une fois, ça c'est quelque chose que vous pourrez ne plus faire quand vous aurez l'habitude d'ici quelques mois. Pour le DM que je vous donnerai la semaine prochaine, il faudra bien sûr s'astreindre pour commencer à mettre les arbres de ramification et les représentations de Newman. Un autre exemple, avec une molécule de la famille des alcools. D'abord, pour terminer sur cet exemple-là, on a maintenant déterminé complètement la molécule. Si jamais on voulait lui donner son nom en nomenclature systématique, eh bien on commencerait par numéroter la chaîne principale, celle qui contient le plus d'atomes de carbone, en mettant pour le brome un indice numérique le plus petit possible. Donc on numéroterait la chaîne dans le sens 1, 2, 3, 4. C'est donc un dérivé du butane. On a sur l'atome numéro 2 le brome, c'est donc un 2-bromobutane. Et puisque cet atome numéro 2 est asymétrique de descripteur R, on pourrait appeler cette molécule le R 2-bromobutane. Donc maintenant, quand vous voyez des atomes de carbone asymétriques dans une molécule et qu'on vous demande de la nommer, pensez bien à ajouter en tête de molécule eh bien, le descripteur stéréochimique du carbone. Si jamais on voulait être tout à fait précis, c'est le carbone 2 qui est porteur de la configuration R, donc on pourrait même écrire ici entre parenthèses que c'est le 2R. C'est ici une information un peu superflue dans le sens où il n'y a qu'un seul carbone asymétrique. Pensez également que dans certains exercices, on vous donnera un nom de molécule comme celui qui est ici, le R2-bromobutane, et on vous demandera d'écrire la structure moléculaire associée. Donc ce sera à vous de faire d'abord un premier test, déterminer avec CIP et la projection de Newman, pour voir si votre première écriture était bien le descripteur R ou au contraire associé au descripteur S. Alors pour la molécule suivante, donc, un exemple avec la famille des alcools. Lorsqu'on analyse cette molécule, on repère un atome de carbone asymétrique et un seul. C'est celui qui est porteur du fragment hydroxyle. On peut mettre en évidence, pour bien voir son caractère asymétrique, l'hydrogène, qui va forcément ici pointer vers l'avant. Donc regardez un petit instant, pour le carbone asymétrique de géométrie tétraédrique, d'après VSEPR, j'ai bien une liaison dans le plan, une deuxième liaison dans le plan, une à l'avant et une à l'arrière. On cherche à déterminer son descripteur, et donc pour ça, eh bien, on va appliquer les règles CIP. Le groupement numéro 1 selon CIP, ce sera l'atome d'oxygène, et le numéro 4, l'hydrogène, encore une fois. En ce qui concerne les deux chaînes substituantes, eh bien, vous avez ici un fragment éthyle, et là un fragment isopropyle, qu'on appelle aussi parfois en nomenclature systématique le méthyl-éthyle. Si vous faites l'arbre de ramification, vous montrerez que le fragment isopropyle est prioritaire face au fragment éthyle, et donc on aura ici le fragment numéro 3, et là le numéro 2. Alors, dans cette deuxième situation, vous voyez que c'est un petit peu plus complexe d'obtenir la projection de Newman, puisque le fragment substituant numéro 4, eh bien, il ne pointe pas à l'arrière, mais à l'avant.
Vous avez alors plusieurs possibilités. Soit de vous dire, bah, je vais redessiner la molécule en mettant l'hydrogène qui est ici vers l'arrière. Ou alors, vous pouvez être un petit peu plus rusé. Alors cette ruse, elle fonctionne quand on a l'habitude, il faut s'entraîner à l'appliquer, sinon bien, on risque de s'en mêler les pinceaux. L'idée, c'est de se dire, si je fais la représentation de Newman, non pas du carbone asymétrique, pas du carbone asymétrique vers le numéro 4, mais au contraire du numéro 4 vers le carbone asymétrique, eh bien, le sens de rotation pour déterminer R ou S est changé. Donc là, ici, je vais faire Newman du 4 vers le carbone asymétrique. Ça veut dire qu'on regarde la molécule exactement comme elle est représentée ici. On va donc avoir le fragment OH qui va être en haut, le fragment éthyle sur la droite et le fragment isopropyle sur la gauche. J'ai juste repris le motif moléculaire, le éthyle c'est celui qui est là, et isopropyle c'est celui qui est ici. Si je replace maintenant les ordres de priorité selon CIP, et que je tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3, vous voyez que, en haut du cercle, la flèche pointe vers la gauche. Mais attention, on n'est pas dans le cas classique, puisqu'on a fait la représentation inverse. Donc, puisqu'on a fait la représentation inverse, si la flèche est vers la gauche, ça signifie que le descripteur sera un descripteur R. Donc, cette méthode, vous pourrez l'appliquer pour déterminer visuellement un descripteur R ou S, mais dans un DS ou un DM pour le moment, je vous invite bien sûr à ne jamais faire ça, qui pourrait être pris comme une erreur, si jamais ensuite vous cafouillez sur le descripteur R ou S. Le dernier exemple qu'on va prendre, c'est encore une fois une molécule de la famille des alcools. Alors, la voici. Donc, dans cette molécule, on repère qu'il y a un atome de carbone sur lequel on nous dit le fragment OH pointe vers l'avant. Ça veut dire que la quatrième liaison sera à l'arrière et ce sera une liaison avec un atome d'hydrogène. Là où il ne faut pas se laisser avoir, c'est que cet atome de carbone fonctionnel ici, eh bien, ce n'est pas un atome asymétrique. Et ça, on le voit d'un seul coup d'œil, puisque sur la gauche, on a un fragment isopropyle, et sur la droite, on a exactement la même chose. Tout ça pour vous dire, méfiez-vous. Parfois, on vous mettra des petits pièges, c'est volontaire, c'est pour tester votre vivacité. C'est pas forcément parce qu'un carbone a une liaison dont on précise qu'elle est à l'avant ou à l'arrière qu'il est forcément asymétrique. Donc, vigilance constante quant à ce genre de représentation moléculaire. Donc là, ici, si on devait conclure, ce carbone qui est là n'est pas du tout un carbone asymétrique, il sera donc ni R ni S. Pour conclure maintenant, sur ces molécules possédant un unique atome de carbone asymétrique, un résultat à retenir. La notion de carbone asymétrique est bien sûr reliée à la notion de chiralité d'une molécule. Elle-même reliée, cette notion, à la notion d'énantiomérie. Si on prend une molécule possédant un unique carbone asymétrique, donc là je mets les 4 liaisons en visualisation tridimensionnelle, on va mettre 4 substituants, je vais les appeler avec des noms génériques, A, B, C, D, plutôt, pour ne pas confondre avec le carbone, on va les appeler alpha, bêta, gamma, delta. Donc voilà la molécule initiale, le carbone central est asymétrique. Si on s'intéresse à l'image de cette molécule à travers un miroir plan,
Donc là, je note NP pour miroir plan. Pour la construction de l'image, on utilise ce que vous avez vu en optique géométrique. Donc là, vous voyez bien que le groupement gamma qui pointe vers l'avant reste vers l'avant, et le groupement delta qui était initialement plutôt derrière va rester plutôt derrière. Est-ce que la molécule qu'on obtient est identique à la molécule initiale? Pour le voir, on va faire une rotation autour de la liaison C groupement alpha d'un angle de 180 degrés. Lorsqu'on fait cette rotation, on obtient la représentation moléculaire suivante. Lorsqu'on tourne donc, le fragment delta va passer vers l'avant, au contraire pour le fragment gamma, et on remarque donc que la représentation de droite ne se superpose pas exactement à la représentation de gauche. Par conséquent, ces deux molécules vont être un couple d'énantiomères. Et concernant ce couple d'énantiomères, il y aura forcément un carbone associé au descripteur R et l'autre associé au descripteur S. Supposons par exemple que l'ordre CIP des fragments corresponde à l'ordre dans l'alphabet grec, alpha 1, bêta 2, gamma 3, delta 4. On aurait pour l'atome de carbone qui est ici un descripteur S. En regardant du carbone asymétrique vers le numéro 4, qui par chance est déjà à l'arrière. Lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, la flèche pointerait vers la gauche, c'est donc bien le descripteur S. Lorsqu'on représente l'image spéculaire de cette molécule, il n'y a même pas à réfléchir. Le descripteur S va être inversé en descripteur R. Le résultat à retenir, c'est donc que lorsque vous avez un carbone asymétrique et que vous en prenez l'image à travers un miroir plan, vous inversez le descripteur R ou S. Alors, pour la suite, on quitte les molécules ne portant qu'un seul atome de carbone asymétrique pour s'intéresser maintenant aux molécules qui portent deux atomes de carbone asymétrique. Et il y a deux sous-catégories à distinguer. Dans le paragraphe C, on va prendre une molécule pour laquelle le carbone de droite porte des fragments substituants différents du carbone de gauche. C'est donc le paragraphe petit c qui se trouve en page numéro 11. Donc là, on va prendre une molécule, peu importe laquelle, avec des atomes de carbone asymétriques. Donc j'utilise une représentation tridimensionnelle et je vais mettre des fragments substituants différents à gauche et à droite. Pour déterminer le descripteur R ou S de ces deux atomes, vous voyez que j'ai pris un exemple relativement facile, puisque pour le carbone de gauche, le fragment numéro 4, ça va être l'atome de carbone. Donc d'après CIP, lorsqu'on regarde de ce carbone vers celui de droite et qu'on tourne dans le sens du plus prioritaire vers le 2, vers le 3, donc là, le brome sera 1, le chlore 2, le fluor 3. Si on fait la représentation de Newman, voici ce qu'on observe. Devant se trouve l'atome de chlore, qui est représenté ici à droite. Le chlore qui est à l'avant est représenté en dessous à droite. Le fluor à l'arrière sera du coup représenté à gauche. Et le brome qui est en bas, reste en bas. En replaçant les numérotations, on a 1 pour le brome, 2 pour le chlore, 3 pour le fluor. Et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, vous voyez que la flèche ici en haut tourne du côté gauche. Par conséquent, le carbone gauche, il est de descripteur S. Pour le carbone qui est à droite,
Le fragment numéro 1 selon CIP, ce sera le carbone qui est ici. Le numéro 2, l'éthyle. Le 3, le méthyle. Et 4, l'hydrogène. Le fragment 4 est vers l'arrière et on voit ici que lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, la flèche pointe vers la droite, donc le descripteur associé au carbone qui est à droite, c'est un descripteur R. Du coup, cette molécule, eh bien, on pourrait la résumer à ces deux descripteurs stéréochimiques et on la nommerait ainsi SR. Si jamais on prend l'image de la molécule à travers un miroir plan, on a échangé la position des deux atomes de carbone. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par faire une rotation autour d'un axe passant par le centre de cette liaison carbone-carbone d'un angle de 180 degrés. Lorsqu'on fait cette rotation, voici ce qu'on obtient. On s'aperçoit que pour le carbone qui est ici, le fluor et le chlore ne se superposent pas au carbone qui est là. Même chose pour le carbone de droite, les fragments éthyle et méthyle ne se superposent pas aux fragments... Ah non, j'ai fait une erreur, il y a ici, c'est pas un éthyle, c'est un hydrogène. Et du coup, donc, pour ce carbone qui est là, le méthyle et l'hydrogène ne superposent pas à ceux qui sont ici. Si on veut déterminer les descripteurs stéréochimiques pour cette molécule qui est à droite, on n'a pas du tout à réfléchir. Il suffit de se dire que lorsqu'on a pris l'image à travers le miroir plan, le descripteur S qui était ici est devenu un descripteur R. Réciproquement, le descripteur R qui était là est devenu un descripteur S. On a donc ici, à travers l'image spéculaire, eh bien, un couple de molécules non superposables l'une l'autre, donc un couple de molécules énantiomères. Donc là, ici, ces deux-là, ce sont des molécules énantiomères. Bien, est-ce qu'on peut envisager d'autres configurations à partir de ces fragments-là? La réponse est oui. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est dessiner une autre molécule ici, en m'inspirant de celle-là. Le carbone de gauche, je ne vais pas y toucher, et le carbone de droite, je vais intervertir le méthyle et l'hydrogène. Donc, après cette interversion, les deux carbones, celui-ci et celui-là, sont toujours des carbones asymétriques, et on s'intéresse maintenant à leur descripteur stéréochimique. Pour le carbone qui est à gauche, je n'ai rien changé, donc son descripteur est inchangé également, S. Pour le carbone de droite, puisque j'ai déconnecté le méthyle et l'hydrogène pour les reconnecter différemment, j'ai changé la configuration du carbone de droite et son descripteur a changé lui aussi. Donc il sera non plus R, mais devenu un carbone S. Bien sûr, si jamais ça c'est quelque chose qui ne vous paraît pas évident, et je pense qu'en débutant ce type de cours, ça n'est pas évident, je vous invite à mettre la vidéo en pause, prendre cette molécule et déterminer, comme on l'a vu tout à l'heure, les descripteurs R ou S, pour être sûr que ce que je dis là est bien juste. Alors, cette nouvelle molécule, on va en prendre aussi l'image à travers un miroir plan. Le fragment éthyle va venir ici,
Le méthyle derrière vient en image derrière, l'hydrogène reste devant, et pour le carbone de droite, le fluor à l'arrière reste à l'arrière, le chlore à l'avant reste à l'avant, et le brome en bas reste en bas. Comme tout à l'heure, cette molécule, on ne peut pas voir facilement si elle se superpose à celle-ci, donc on va faire le même type de rotation qui passe autour d'un axe passant par le milieu de la liaison carbone-carbone et d'un angle de 180 degrés. Lorsqu'on fait cette rotation, on obtient une nouvelle représentation. Et ici, on aura hydrogène et méthyle. Donc voici la nouvelle représentation. Si jamais ça vous pose problème, n'oubliez pas la méthode que je vous avais suggérée. Prenez des stylos, attrapez-les dans vos mains, attribuez une couleur de capuchon aux différents fragments substituants et tournez ensuite les stylos dans votre main. Pour déterminer les descripteurs des deux carbones asymétriques de la molécule image, eh bien, on utilise le fait que lorsqu'on prend l'image spéculaire, le descripteur s'inverse. Donc initialement, on avait deux descripteurs S, à la fin, on aura deux descripteurs R. Et encore une fois, si jamais c'est quelque chose qui vous paraît un petit peu étrange, vous mettez la vidéo sur pause et vous réétablissez avec les règles CIP et la projection de Newman les descripteurs des deux carbones de la molécule image. Bien, on regarde la ligne du bas, on compare cette molécule-ci à la molécule qui est là, on s'aperçoit que pour l'atome qui est à gauche, eh bien, le chlore et le fluor ne se superposent pas. Par conséquent, la molécule objet et la molécule image sont images l'une de l'autre à travers un miroir et non superposables. C'est donc un couple d'énantiomères. Maintenant, est-ce qu'on peut préciser d'autres relations de stéréoisomérie entre les molécules? Regardons par exemple les deux molécules qui se trouvent ici sur la partie gauche du tableau. Qu'est-ce qui change entre elles? Eh bien, le carbone de gauche, on ne lui a rien changé. Et pour le carbone de droite, eh bien, on a interverti la position de deux groupements. Ça veut dire que ces deux molécules, ce sont des stéréoisomères de configuration, et elles ne sont pas images l'une de l'autre à travers un miroir, puisque vous voyez, le descripteur S n'a pas été inversé, alors que l'autre a été inversé. Ah ben, des stéréoisomères non images l'un de l'autre à travers un miroir, ça définit un couple de diastéréoisomères. De façon tout à fait réciproque, sur la droite, les deux molécules qui sont ici, qui sont les mêmes d'ailleurs que les deux qui sont là, définissent un nouveau couple de diastéréoisomères. Y a-t-il maintenant d'autres relations de stéréoisomérie? On a regardé ce qui se passe sur des lignes, on a regardé ce qui se passe sur les colonnes. Qu'est-ce qui se passe maintenant en diagonale? Comparons la molécule que je vais souligner ici en noir à cette autre molécule. Eh bien, sur le carbone de droite, descripteur S par là, descripteur S également. Pour le carbone de gauche, descripteur S ici, et dans l'autre, descripteur R. Encore une fois, on a donc des images, pas des images justement, mais on a des molécules qui sont des stéréoisomères de configuration, non images l'un de l'autre à travers un miroir, donc en diagonale, on définit entre celle-ci et celle-là un couple de diastéréoisomères. De façon tout à fait symétrique, on aura sur l'autre diagonale un autre couple de diastéréoisomères. Donc là, on commence à avoir un schéma qui est très chargé. Je vous propose maintenant une version résumée, qui est celle qu'on dessine fréquemment lorsqu'on est en chimie. Pour ce schéma résumé, on va assimiler les molécules aux descripteurs stéréochimiques des deux carbones asymétriques. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités, soit des descripteurs RR,
Lorsqu'on fait l'image à travers un miroir plan, RR devient SS. Si on inverse un des deux descripteurs et pas l'autre, on aura ici RS, et de ce côté-là, SR. Entre les molécules images l'une de l'autre à travers le miroir et non superposables, on a des relations d'énantiomérie. Et entre tous les autres couples de molécules, que ce soit ici à gauche en colonne ou à droite, en diagonale, eh bien on aura cette fois des relations de diastéréoisomérie. La conclusion de ce paragraphe, c'est donc la suivante. Lorsqu'on a une molécule comprenant deux atomes de carbone asymétriques, chacun pouvant avoir deux descripteurs, c'est-à-dire deux configurations, eh bien on pourra former au total 4 molécules. Ces 4 molécules sont des stéréoisomères de configuration et on aura, vous le voyez, 2 couples d'énantiomères et 4 couples de diastéréoisomères parmi ces 4 molécules. Donc ça, c'est le cas le plus général, et ce que nous allons faire maintenant dans le paragraphe D, c'est s'intéresser à un autre type de molécule à deux carbones asymétriques, dans le cas où il y a une certaine symétrie entre les substituants portés par ces deux atomes de carbone. Donc, pour ce paragraphe D, on va travailler avec la molécule qui portait le nom historique d'acide racémique et qu'on appelle aujourd'hui l'acide tartrique. La structure de cette molécule est la suivante. Concernant l'atome de carbone qui est à gauche, eh bien, il est lié à un hydroxyle, un hydrogène, un carboxyle et au reste de la molécule. Les 4 fragments sont différents, il est donc asymétrique. Et pour le carbone de droite, eh bien, c'est la même chose. Un fragment hydroxyle, un hydrogène, un carboxyle et le reste de la molécule, il est lui aussi asymétrique. Pour bien montrer la ressemblance entre les deux fragments, vous constatez qu'on peut dresser, passant par le milieu de la liaison carbone-carbone et perpendiculaire à celle-ci, un plan de symétrie gauche-droite. Un des résultats que vous avez dû apprendre lorsque vous étiez au lycée, c'est que lorsqu'une molécule possède un plan de symétrie, eh bien alors elle est forcément achirale. Si vous voulez vous en assurer, eh bien vous dessinez un miroir plan et vous faites l'image spéculaire de cette molécule-ci. Voici ce qu'on obtient. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir, hein. Vous voyez que vous avez réécrit exactement la même chose que ce qu'il y avait là, et vous allez avoir des carbones asymétriques à gauche et à droite. Si on s'intéresse au descripteur stéréochimique, eh bien, pour le carbone qui est ici, l'hydrogène sera numéro 4, l'oxygène qui est là sera numéro 1, le carbone qui est là sera numéro 2, et le carbone de droite numéro 3. Lorsqu'on regarde du carbone vers le numéro 4, chance encore une fois ici, il est déjà à l'arrière. Lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, la flèche viendrait pointer du côté gauche, le descripteur, et donc S. De l'autre côté de la molécule, on a le même type de groupement, et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, on pointe vers la droite, donc le descripteur est R. Pour l'image spéculaire, ne vous trompez pas, l'image de ce carbone, c'est celui-ci, et bien il aura pour descripteur S, et l'image de ce carbone est celui-là, en inverse, et donc ce sera R.
On a donc bien inversé les descripteurs stéréochimiques, mais au final, eh bien, la molécule qu'on obtient du côté image est strictement la même que du côté objet. Par conséquent, on va donner à cette relation particulière un nom spécial. Ces deux molécules vont définir donc une seule et unique entité chimique. Donc là, je mets un triple trait pour dire qu'elles sont strictement identiques. Et on va appeler ça un composé méso. Vous pouvez donc noter la définition d'un composé méso. Il s'agit d'une molécule possédant au moins 2 carbones asymétriques et n'étant pas chirale. Donc, composé méso, molécule possédant au moins 2 carbones asymétriques et n'étant pas chirale. Une remarque également, lorsqu'on entend méso, on peut se demander s'il y a un lien avec la mésomérie. Eh bien non, strictement aucun. Un composé méso n'a pas forcément de formule mésomère, et de la même façon, une molécule qui possède plusieurs formules mésomères n'est pas forcément un composé méso. Séparez bien ces deux notions dans votre esprit. On poursuit notre travail. Donc là, on a le descripteur SR. Qu'est-ce qu'on obtiendrait si on avait le descripteur SS? Eh bien, du côté gauche, le carbone, je ne lui change rien. Et pour intervertir le descripteur de droite, il faut que je change la position de deux groupements. Je vais décider de mettre le OH au même endroit et de changer la position du carboxyle et de l'hydrogène. Là, les descripteurs se déduisent de la situation précédente. Celui de gauche, S, celui de droite, S également. Lorsqu'on prend l'image spéculaire, donc l'hydrogène qui était ici va venir à cet endroit, le CO2H va venir ici, le CO2H qui est là va venir là, et la dernière position, c'est un hydrogène. En ce qui concerne les descripteurs, ce carbone qui est à gauche a son image tout à droite, donc ce carbone-là a le descripteur inverse, à savoir R. Le carbone qui est là a son image ici, et on inverse aussi, donc R également. Ah, là on voit qu'on n'a plus exactement la même chose entre celle-ci et celle-là. Est-ce que ces deux molécules sont superposables? Eh bien, on va réaliser une rotation autour d'un axe passant par le centre de la liaison carbone-carbone avec un angle de 180 degrés. On obtient la représentation suivante. Donc le fragment hydrogène qui était là va passer à l'avant, HO2C. Le CO2H qui était ici va passer là à l'arrière, réciproquement de ce côté-là. Et on repère que cette molécule, avec cette représentation, ne se superpose pas à celle qui est ici. Par conséquent, on a deux molécules images à travers un miroir, non superposables l'une à l'autre. On a donc un couple d'énantiomères. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les autres axes de la représentation, entre la molécule qui est ici et celle du bas, c'est une relation de diastéréoisomérie. Entre celle de droite en haut et celle de droite en bas, une autre relation de diastéréoisomérie. Et en diagonale, eh bien encore une fois, c'est de la diastéréoisomérie qui s'opère. Et comme tout à l'heure, vous voyez que ce dessin-là, il est un petit peu chargé. Donc, on va reprendre un schéma qui ressemble au précédent pour résumer nos idées en analysant seulement le descripteur R ou S des molécules.
On écrit donc qu'on avait initialement des molécules dont les descripteurs étaient RS. Si on prend l'image à travers un miroir plan, on inverse et on obtenait SR. Et on a dit que ces deux molécules étaient identiques, qu'elles définissaient un composé méso. Cette configuration-là, RS, si on inverse un des deux atomes de carbone, on va passer au double descripteur R. Lorsqu'on passe à travers le miroir, le RR devient SS. Et on peut maintenant préciser les dernières relations de stéréoisomérie. Là ici, de l'énantiomérie à travers le miroir. Et pour le reste, ce sera des relations de diastéréoisomérie. Si on conclut maintenant le paragraphe petit d, eh bien, on a une molécule qui a deux atomes de carbone asymétriques. Mais attention, les substituants sont les mêmes. Eh bien, vous voyez qu'au final, on a construit, première ligne ici, une seule et unique molécule, une deuxième et une troisième. Donc on a cette fois deux carbones asymétriques qui donnent seulement 3 molécules stéréoisomères possibles. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir et dont il va falloir se méfier, puisque une des questions classiques qu'on aime vous poser lorsqu'on s'intéresse à la description des molécules organiques est la suivante. On vous donne une structure moléculaire dans laquelle il y a un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques, dans laquelle il peut y avoir également des doubles liaisons de configuration Z ou E, et on vous demande quel est le nombre total de stéréoisomères possibles pour la molécule. Eh bien, retenez donc le cas des composés méso. Si vous repérez deux atomes de carbone possédant exactement les mêmes substituants, eh bien, vous aurez une molécule en moins par rapport à la généralisation qu'on va voir tout de suite dans le paragraphe petit e. Donc dans ce paragraphe E, toujours en page 11, on s'intéresse au dénombrement, c'est-à-dire au comptage du nombre maximal de stéréoisomères possibles. Eh bien, si vous avez une molécule comprenant n atomes de carbone asymétriques, vous aurez pour chaque atome de carbone deux descripteurs possibles, R ou S, si bien qu'au total, vous aurez 2 puissance n stéréoisomères de configuration. De puissance n, ça c'est la valeur au maximum. S'il n'y a aucun composé méso, on atteint cette valeur 2 puissance n. Par contre, s'il y a des composés méso, eh bien, on doit retirer 1 à cette valeur 2 puissance n. Maintenant, un petit supplément, quelque chose qui part plutôt d'un petit constat de... Comment dire ? Les étudiants pensent parfois qu'une molécule ne peut être asymétrique que si elle possède des atomes de carbone asymétriques. Pardon, une molécule ne peut être chirale que si elle possède des carbones asymétriques. Eh bien, en réalité, non. Les situations qu'on va voir maintenant sont des exemples pour vous montrer que la chiralité n'est pas intimement liée à la seule existence de carbone asymétrique, mais c'est quelque chose qui est plus large. Pour autant, les exemples avec lesquels on va travailler ici ne sont pas ceux avec lesquels vous travaillerez le plus souvent. Donc c'est le paragraphe petit f, dans lequel on va donner des exemples de molécules asymétriques, de molécules chirales, ne possédant justement aucun carbone asymétrique. Je vous propose deux exemples. Alors le premier, qui est à dessiner à côté du petit schéma, c'est une molécule qui fait partie d'une famille spéciale qu'on appelle les hélicènes. Les hélicènes, ils tirent leur nom du fait que la conformation de la molécule, c'est-à-dire la forme adoptée la plus stable
simplement en tordant un petit peu les liaisons, eh bien c'est une hélice. Comment est-ce qu'on peut construire ce type d'hélicène? Eh bien par exemple en utilisant des cycles aromatiques qu'on va accoler les uns aux autres. Donc voilà un motif qui correspondrait à une molécule d'hélicène. Vous savez que dans ce type de molécule, il y a des enchaînements de la mésomérie pi sigma pi. Sigma pi. Et vous voyez que ces enchaînements courent sur tout le squelette moléculaire. Une des conséquences de la mésomérie, c'est de dire que tous les atomes engagés dans la mésomérie sont coplanaires. Là, ici, tous les atomes de carbone représentés sont engagés dans la mésomérie. Par conséquent, les 5 cycles que nous représentons ici sont tous coplanaires. Le problème qui va se poser alors, c'est le suivant. Si on s'intéresse à la zone qui est ici, à la jonction des deux cycles en extrémité, eh bien, il va y avoir l'hydrogène qui est là, qui va venir très très proche de l'hydrogène qui est ici. La proximité dans l'espace de ces deux atomes d'hydrogène va induire une forte répulsion stérique, comme celle qu'on avait vue dans le cas des cyclohexanes en conformation chaise par exemple. Cette répulsion stérique entre hydrogènes va avoir pour conséquence le fait qu'un des fragments moléculaires va passer en dessous de l'autre, ou alors ça peut avoir lieu dans l'autre sens, comme ceci. On va alors définir une forme de la molécule qui ressemble à une hélice, et l'hélice en question peut être qualifiée de droite ou de gauche. Regardez le dessin que je vous ai mis sur le document, là, vous avez deux hélices, entre les deux un miroir plan, les deux sont bien images l'une de l'autre à travers le miroir, et pourtant, eh bien, lorsque vous essayez de superposer mentalement les deux dessins, ils ne se superposent pas correctement. Donc voilà pour le premier exemple. Et un second exemple de molécule qui fait partie donc des molécules chirales, mais pourtant ne possédant aucun carbone asymétrique, c'est les molécules de la famille des alènes. Alors, les alènes, en chimie, c'est des composés un petit peu spéciaux qui possèdent un motif caractéristique qui est le suivant: carbone, double liaison carbone, double liaison carbone. De plus, la géométrie de ces composés est un peu particulière. Pour l'instant, je vous demande de l'admettre, mais elle peut être expliquée toujours et encore avec la fameuse théorie des orbitales moléculaires. Donc ce qu'on retient, c'est que pour le carbone de gauche, on va mettre par exemple les deux liaisons, alors je vais juste représenter les liaisons dans le plan, et pour le carbone le plus à droite, eh bien, ces deux liaisons substituantes vont être perpendiculaires au plan de la représentation. Une petite remarque, pour ceux que ça peut intéresser, notamment si vous souhaitez continuer des études de chimie, les alènes, lorsqu'on souhaite les représenter en topologique, eh bien, on représenterait d'abord une double liaison, un point pour le carbone qui est celui au milieu, et à droite, une autre double liaison. Et évidemment, on rajoute les substituants s'il y en a de chaque côté. Alors, pour vous illustrer qu'un alène est une molécule chirale, on va prendre maintenant un exemple particulier. Donc là, je reprends le motif qu'on vient de dessiner et je vais mettre dessus des substituants. Mettons deux hydrogènes à gauche et sur la droite, on va mettre méthyle et hydrogène. Si on s'intéresse à la représentation de l'image spéculaire de cette molécule, on place un miroir plan et on dessine donc l'image.
Comme on l'a vu tout à l'heure, là ici on a ce carbone dont l'image est ici. On ne voit pas bien si la molécule image se superpose ou non à la molécule objet. Donc on va faire une rotation d'un angle de 180 degrés passant par le centre de la molécule. Et lorsqu'on fait cette rotation, voici ce qu'on obtient. Encore une fois, si jamais ça vous pose problème de passer d'une représentation à l'autre, utilisez des stylos. Dites-vous que le capuchon rouge c'est le méthyle et le noir l'hydrogène, et vous faites ensuite la rotation. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on compare la molécule image, notamment la partie droite, et la molécule objet, eh bien, les fragments hydrogène et méthyle ne sont pas au même endroit. Donc ces deux molécules sont images l'une de l'autre à travers un miroir et non superposables. Donc elles définissent un couple d'énantiomères. Et donc chacune de ces deux molécules est une molécule chirale. Alors, pour conclure cette leçon, il nous reste à parler d'un cas un peu particulier, la séparation d'un mélange racémique. Donc on va redéfinir ce que c'est dans un instant, mais pour pouvoir comprendre comment on sépare les mélanges racémiques, il faut d'abord s'intéresser aux propriétés des molécules qui forment un couple d'énantiomères et celles qui forment un couple de diastéréoisomères. C'est le paragraphe petit 5 qui se trouve en page 12 du polycopié. Donc tout est déjà écrit sur le document. Je vous mets que donc des propriétés chimiques, les diastéréoisomères ont des propriétés chimiques qui sont différentes, puisqu'ils auront, je me mélange, les diastéréoisomères auront des propriétés chimiques similaires, puisque même si la disposition dans l'espace des fragments est différente, ils auront les mêmes fonctions chimiques, donc ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait identique. Et en ce qui concerne les propriétés physiques, elles seront a priori différentes. On avait vu par exemple le cas des acides maléiques et fumariques dans le cas de la leçon sur les interactions intermoléculaires, c'était la leçon C4L2. Donc ça c'est l'acide maléique, l'acide fumarique c'est celui-ci. Et on avait expliqué à l'époque que eh bien, la différence de configuration, c'est-à-dire la différence de position dans l'espace des fragments CO2H, était à l'origine d'une différence de température de fusion. Donc pour les diastéréoisomères, globalement, on a d'assez fortes différences. En ce qui concerne la séparation de ces diastéréoisomères, eh bien, on procédera du coup par des méthodes physiques, puisqu'elles ont des propriétés physiques différentes. On peut procéder par des distillations successives ou des recristallisations successives. On parlera dans ces situations de processus fractionnés. Donc, très souvent, on vous dira, ben voilà, on fait une recristallisation fractionnée, c'est-à-dire qu'on enchaîne 3, 4, 5, 6, 10 recristallisations si nécessaire, l'idée étant de partir d'un mélange de diastéréoisomères pour avoir à la fin deux composés purs ayant entre eux une relation diastéréoisomérique. En ce qui concerne maintenant les énantiomères, la situation est beaucoup plus subtile, puisque les énantiomères sont images l'une de l'autre à travers un miroir plan. Ça veut dire que d'un point de vue réactivité chimique, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. En réalité, pour distinguer d'un point de vue chimique deux énantiomères, on a une seule et unique solution, c'est d'utiliser des molécules chirales. La réactivité d'un énantiomère va être différente vis-à-vis d'une même molécule chirale par rapport à l'autre énantiomère. Un autre point qui différencie les énantiomères, au point de vue propriété physique, eh bien, c'est leur pouvoir rotatoire spécifique. Un couple d'énantiomères ne va pas dévier le plan de polarisation de la lumière dans le même sens. Ça, clairement, pour séparer les composés, ça ne va pas du tout avoir de conséquences. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu ça, c'est essayer d'expliquer une méthode pour séparer un mélange d'énantiomères. Et là, vous comprenez donc que l'enjeu est assez ardu, puisque on a des molécules qui ont des propriétés très très similaires, et il va
falloir procéder par ruse pour réussir à les séparer. On s'intéresse dans ce dernier paragraphe du cours à la séparation d'un mélange racémique. On va commencer par réécrire la définition d'un tel mélange. Un mélange racémique, vous pouvez écrire que c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Avec les notations abrégées que j'utilise habituellement, on pourra donc dire qu'un mélange est racémique si on a un énantiomère 1 à la même concentration qu'un énantiomère 2. Là, ici, c'est donc des concentrations que j'utilise en mol par litre. Et donc, epsilon 1 et epsilon 2 sont ici images à travers un miroir plan et non superposables. Et donc, on démarre de ce mélange. Epsilon 1 plus epsilon 2, 50% de chacun. Telles quelles, les propriétés physiques et chimiques sont très très proches. On ne peut pas séparer ce mélange sous cette forme. Si on ne peut pas le séparer sous cette forme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la composition du mélange à l'aide d'une réaction chimique. Et cette réaction, elle va faire intervenir une molécule chirale qui va être pure, et il faut que cette transformation soit renversable. On va comprendre dans quelques instants pourquoi. Donc on fait intervenir ici une molécule chirale pure. C'est-à-dire que si vous avez pour cette molécule chirale un couple d'énantiomères, on ne prendra qu'un seul des deux énantiomères. Il faut que cette molécule réagisse avec les deux énantiomères epsilon 1 et epsilon 2, et ça tombe très bien puisqu'ils ont la même réactivité chimique. On peut prendre des notations assez schématiques pour écrire la structure des produits. Je vais écrire epsilon 1 qui et epsilon 2 qui. L'idée, c'est que ces deux produits n'aient plus entre eux une relation d'énantiomérie, mais au contraire, une relation de diastéréoisomérie. Si la relation de diastéréoisomérie apparaît, on a rompu la relation initiale d'énantiomérie. Et ça, c'est très très bien, puisque les diastéréoisomères, on vient de le raconter dans le paragraphe suivant, on sait les séparer notamment par des processus de recristallisation fractionnée. Donc une fois qu'on est arrivé ici, on a pour l'instant 50% du produit qui est ici, 50% du produit qui est là. On fait des recristallisations fractionnées. Et après avoir répété les processus un nombre de fois suffisant, on va avoir sur un embranchement le premier diastéréoisomère et sur l'autre le deuxième. De plus, si le nombre de recristallisations fractionnées a été suffisamment grand, on va avoir des pourcentages pour celui-ci qui tend vers 100% et même chose pour l'autre. Pour autant, les deux composés qui sont là ne sont pas ceux qu'on souhaitait. Nous, on veut avoir d'un côté l'énantiomère 1 et de l'autre l'énantiomère 2. Donc, on va devoir les régénérer et pour ça, on va faire la réaction inverse de la réaction qui était ici. Donc, si j'appelle cette première réaction R, la réaction qu'on va réaliser maintenant, c'est la réaction moins R. On va le faire pour le premier embranchement, pour le deuxième également. Et on va alors obtenir epsilon 1 plus régénération du fragment chiral, et de l'autre côté, epsilon 2 plus régénération du fragment chiral. Là, le processus n'est pas fini, puisque vous voyez que epsilon 1 plus le fragment chiral, ce n'est pas epsilon 1 pur. Donc il faut procéder à nouveau par des étapes de recristallisation ou de distillation, en tout cas de séparation, pour avoir epsilon 1 pur
Le fragment chiral, lui, eh bien, soit il est mis à la poubelle, ou alors il peut être purifié, recyclé pour d'autres utilisations. Et sur l'autre embranchement, on récupère le fragment epsilon 2 pur. Donc ça, c'est un schéma de principe. Les notations que je prends ici, ce sont des notations personnelles, mais vous devez être capable, avec vos propres notations, si vous le souhaitez, d'expliquer la méthodologie de séparation d'un mélange racémique. Si je reprends ça avec vous, l'idée initiale, c'est de se dire, les deux composés dont on dispose initialement ont les mêmes propriétés physico-chimiques. On va rompre la relation d'énantiomérie grâce à une réaction pour former une relation de diastéréoisomérie qui permet de séparer les composés, et ensuite on régénère et on purifie les deux énantiomères. Donc, voilà pour le schéma de principe. Je vous propose de le garder sous cette forme, et ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de creuser un petit peu plus, voir sur un exemple concret comment est-ce qu'on peut appliquer cette méthodologie. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un petit peu de chimie organique réactionnelle. Et évidemment, vu que vous n'en avez pas encore fait, on va commencer par faire une petite remarque préliminaire avant de commencer l'exemple. Donc, les molécules avec lesquelles j'ai choisi de travailler pour la suite sont des molécules de la famille des acides carboxyliques. Et vous devez connaître, enfin, en tout cas, je vous explique que les acides carboxyliques peuvent subir une transformation particulière qu'on appelle une estérification. L'estérification, elle s'écrit de la façon suivante. On a un acide de formule R1CO2H qui va réagir avec un alcool, que je note R2OH. La transformation est une transformation équilibrée. Donc je vais mettre la flèche correspondant à un équilibre. Donc la réaction peut se faire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et on obtient du côté des produits R1COOR2. Donc là vous voyez que le fragment alcool est venu remplacer le fragment OH au niveau du substrat. Et le sous-produit qu'on obtient, eh bien, on a ce OH on a l'hydrogène qui est ici, qui s'associe au fragment OH qui est là. On a donc libération d'une molécule d'eau. Ce qu'il faut encore savoir concernant cette réaction pour comprendre la suite, c'est d'abord le nom qu'elle porte. Lorsqu'elle se réalise de la gauche vers la droite, c'est une estérification. Et au contraire, lorsqu'on passe de la droite vers la gauche, la molécule d'eau va casser l'ester, c'est donc l'hydrolyse d'un ester. Pour conclure là-dessus, grâce à des techniques expérimentales qu'on développera plus tard dans le semestre, sachez qu'on peut rendre l'estérification quantitative, par exemple en mettant un excès d'alcool, mais on peut aussi rendre l'hydrolyse quantitative en mettant cette fois un excès d'eau. C'est quelque chose qu'on avait vu au chapitre numéro 1, et il existe également d'autres méthodologies, comme je vous le disais, qu'on verra un peu plus tard. Donc ça, c'est l'outil qu'on va utiliser. Cette réaction, si vous faites l'analyse avec le schéma du dessus, elle va nous servir à cet endroit-là. Ce sera la réaction R qu'on va ensuite pouvoir inverser. Bien donc, l'exemple de séparation d'un racémique, j'ai choisi de le traiter donc sur une molécule de la famille des acides carboxyliques. Et donc sur le carbone de gauche, on va prendre comme substituant un hydrogène, un méthyle et un éthyle. Donc là, j'ai le premier des deux énantiomères. Pour obtenir l'autre, eh bien, vu que j'ai un seul carbone asymétrique, il faut que j'inverse le descripteur. Pour ça, je dois intervertir la position de deux fragments substituants.
là du coup j'ai pas interverti, c'est mieux. Donc ces deux molécules forment un couple d'énantiomères. On peut s'intéresser au descripteur stéréochimique du carbone asymétrique. Là ici, on constate que l'hydrogène sera numéro 4, et il est vers l'arrière, ça tombe bien. Le fragment carboxyle sera numéro 1, l'éthyle numéro 2, le méthyle numéro 3, et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, on va avoir une flèche qui pointe vers la gauche, donc ici le descripteur est S. Évidemment, pour l'autre énantiomère, le descripteur ne peut être que R. Donc, puisqu'on a un couple d'énantiomères, ces molécules ont les mêmes propriétés chimiques. Ça paraît logique, hein, vous voyez que la seule fonction chimique présente, c'est une fonction acide carboxylique, donc ils vont réagir de la même façon. Et les propriétés physiques vont être, a priori, légèrement différentes. A priori, non pas différentes, mais identiques, puisque vous voyez que si on analyse les interactions intermoléculaires, eh bien, sur le fragment du carbone S, on aura des choses tout à fait symétriques à ce qu'on a pour le carbone du fragment R. Donc, pour rompre la relation d'énantiomérie entre les deux molécules, on va devoir utiliser la réaction d'estérification, et pour ça, on va utiliser une molécule chirale et pure, c'est-à-dire sans son énantiomère. Par exemple, on peut procéder de la façon suivante. Donc, on prend une molécule de la famille des alcools, et je vais prendre celle-ci. Alors, l'essentiel, lorsqu'on choisit la structure de l'alcool, c'est de prendre un carbone asymétrique avec un unique descripteur. Donc là, si on s'intéresse justement à ce descripteur, l'oxygène 1, butyl 2, méthyle 3, l'hydrogène est vers le côté arrière, donc la flèche tourne à gauche, le descripteur sera donc S. Donc lorsqu'on aura fini la réaction, on va obtenir deux produits. Celui pour lequel le carbone S ici s'associe à l'autre carbone S, donc on aura un produit SS, et l'autre produit, c'est lorsque la molécule de descripteur R s'associe à celle-ci, donc ce sera un produit RS. Et vous voyez que du coup, puisque les deux descripteurs ne sont pas images l'un de l'autre à travers un miroir, on aura ici, entre les deux, une relation de diastéréoisomérie. Puisqu'on a des diastéréoisomères, les composés SS et RS vont pouvoir être séparés. Donc là, on procède ensuite par recristallisation fractionnée. On va avoir donc SS d'un côté, RS de l'autre. Et pour pouvoir régénérer l'acide initial, donc celui-ci d'un côté et celui-là de l'autre côté, on fait l'hydrolyse de l'ester. Même chose en bas. Et on va alors régénérer les deux énantiomères plus l'alcool. Et comme on l'a vu tout à l'heure, là ici, le mélange énantiomère 1 plus alcool sont des molécules qui sont différentes, elles ne sont même pas isomères l'une l'autre, donc les caractéristiques physico-chimiques sont très différentes, elles sont donc très faciles à séparer. Pour ce qui est ici en bas, c'est la même chose, et donc par opération de purification, on récupère epsilon 1 pur ou quasi pur d'un côté et epsilon 2 de l'autre. Donc là ici, pour conclure sur cet exemple, comme je vous le disais, j'ai pris une transformation relativement simple, assez connue en chimie, très fréquemment utilisée, qui est l'estérification. En réalité, il existe tout un panel de réactions renversables qui peuvent être utilisées pour faire de la séparation de mélanges racémiques. Donc là, ne prenez pas cette méthode comme quelque chose qui va être systématique. Il ne faut pas forcément un acide carboxylique et un alcool pour réussir à parvenir à mélanger, à séparer un mélange racémique.
Il faudra bien sûr analyser au cas par cas, et pour ça, eh bien, on aura besoin de connaître des réactions chimiques, et donc il faudra se lancer dans la chimie organique réactionnelle. Ce sera justement l'objectif de la leçon suivante, C6L3, dans laquelle on va détailler les mécanismes de substitution nucléophile mono-bimoléculaire, et également un nouveau mécanisme, le mécanisme d'élimination bimoléculaire.